Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Jusqu'il y a peu, on pensait que le trou noir central de la Voie lactée était intimide. Avec ses 4 millions de masses solaires, il ne joue pas vraiment dans la cour des grands quand on parle de trou noir supermassif. Son activité semble faible, rien à voir avec les quasars surpuissants qu'on peut observer dans de lointaines galaxies. Il y a quelques mois, on s'est tout de même rendu compte qu'il a quelques sursauts. Le 13 mai dernier, sa luminosité en infrarouge a brièvement été multipliée par 75. Probablement le signe qu'une quantité importante de matière venait de chuter vers son horizon des événements. Mais ce petit sursaut lumineux est bien insignifiant face au cataclysme que pense avoir mis à jour une équipe de chercheurs australiens. Il y a 3,5 millions d'années, très récemment à l'échelle du cosmos, le centre de la Voie lactée aurait été le siège d'une gigantesque explosion. Elle aurait donné naissance à deux protubérances, visibles en rayons X et gamma, qui s'étendent jusqu'à 25 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, les bulles de Fermi. Elles portent ce nom car elles ont été mises en évidence par le télescope spatial Fermi il y a une dizaine d'années. Elles sont probablement le signe que la Voie lactée a émis des jets très récemment. Alors forcément, l'histoire du noyau galactique plutôt tranquille en prend un coup. Nos chercheurs australiens pensent avoir découvert une preuve supplémentaire de cet événement dans le courant magellanique. Une traînée de matière laissée dans le sillage des nuages de Magellan, deux galaxies naines qui orbitent la Voie lactée. Certaines parties de ce courant semblent avoir été ionisées par une source très puissante. Seule une activité nucléaire en rapport avec le trou noir central de la Voie lactée constitue une source plausible. Dans leur modèle, un double cône ionisant ayant pour origine Sagittarius A étoile semble le mieux coller avec les observations. Autrement dit, un jet qui se serait produit il y a 3,5 millions d'années et qui aurait duré 300 000 ans environ. L'événement a certainement été très lumineux, et les ancêtres d'Homo sapiens ont peut-être vécu avec un double cône de lumière dans le ciel. Pour produire une explosion aussi prodigieuse, il a certainement fallu une accrétion de gaz très importante autour du trou noir. Certaines étoiles, qui sont suspectées d'avoir effectué des passages rapprochés autour de Sagittarius A étoile dans la période concernée, pourraient venir compléter le scénario. Il reste cependant énormément de travail à accomplir pour comprendre la manière dont les trous noirs supermassifs influencent leurs galaxies hôtes. Si le scénario des jets se confirme, la Voie lactée prend, elle, un tout autre visage. C'était une galaxie active il y a quelques millions d'années seulement. Elle a pu produire d'autres jets dont la lumière ne nous est pas encore parvenue. On peut en tout cas s'estimer heureux de vivre à quelques dizaines de milliers d'années-lumière du centre de la galaxie. Les étoiles et les planètes qui ont été prises dans le cône de radiation et dans l'onde de choc des bulles de Fermi ont dû passer un sale quart d'heure. On va continuer en parlant d'une problématique de plus en plus pressante. 62 ans après le lancement de Sputnik, l'orbite terrestre devient encombrée. Satellites défectueux, troisième étage de fusée et débris de toutes sortes s'entassent à toutes les altitudes, ce qui représente un risque de collision qui s'accroît chaque année. On a déjà eu le droit à un accident spectaculaire entre satellites. En 2009, Iridium 33 et Cosmos 2251 se sont ainsi mutuellement annihilés dans un choc à 42 000 km/h. L'accident a créé deux nouveaux nuages de débris qui viennent à leur tour augmenter les risques de collision. Bien entendu, l'arrivée prochaine de méga-constellations comportant des milliers de satellites ne va pas arranger les choses. Avant que l'orbite basse ne devienne un no man's land, il devient donc urgent de trouver des solutions. C'est dans cette optique qu'a été lancé le satellite MEV-1 le 9 octobre. Il s'agit d'un satellite remorqueur conçu par Space Logistics, une filiale de Northrop Grumman. MEV-1 va partir s'arrimer au satellite Intelsat 901 qui arrive en bout de parcours. Il rehaussera son orbite, permettant ainsi de prolonger sa vie de 5 ans. Le remorqueur, qui dispose de réserves conséquentes de carburant, pourra alors partir rehausser d'autres satellites.
Il devrait pouvoir fonctionner pendant une quinzaine d'années et d'après ses concepteurs, il est capable de proposer ses services à 80% des satellites en orbite géostationnaire. Cette approche ne permet pas directement de réduire le nombre de débris orbitaux, mais elle a l'avantage de limiter leur augmentation. Plutôt que de lancer de nouveaux satellites, on cherche à prolonger la mission de ceux qui sont déjà en orbite. La méthode s'avère particulièrement intéressante pour l'orbite géostationnaire. Cette dernière est en effet trop haute pour qu'une désorbitation atmosphérique soit possible. Des remorqueurs pour prolonger la vie des satellites existants, puis éventuellement les amener dans des orbites parking, paraît plus raisonnable. Pour les orbites basses, on peut cependant envisager les choses sous un autre angle. Désorbiter des débris, c'est compliqué et ça coûte cher. C'est probablement la raison pour laquelle jusqu'à présent, la plupart des acteurs du spatial ont fait la sourde oreille. Plusieurs entreprises privées souhaitent cependant faire bouger les choses. L'année prochaine, Astroscale lancera la mission ELSA-D, une démonstration impliquant un satellite désorbiteur et un satellite cible. La start-up a déjà levé 140 millions de dollars. Si cette première mission est un succès, Astroscale compte proposer rapidement un service commercial. En Europe, ClearSpace, une entreprise suisse, a les mêmes ambitions. Elle a été choisie par l'ESA pour se pencher sur la désorbitation des débris de l'agence. ClearSpace pourrait recevoir des fonds de la part des États membres lors de la conférence interministérielle de Séville le mois prochain. Cela ouvrirait la voie à une première mission en 2025. ClearSpace One permettrait de désorbiter un support de charge utile appartenant à un lanceur Vega. Mais pour que la désorbitation active des débris devienne une véritable activité commerciale, il faudra probablement attendre une pression législative. La technologie, elle, est déjà au point. On peut imaginer qu'une obligation de nettoyer derrière soi pourrait forcer la plupart des entreprises à avoir recours à ces services, avec à la clé une baisse rapide du coût des désorbitations et un assainissement à long terme de l'orbite basse. La question va devenir de plus en plus brûlante au fur et à mesure que OneWeb, SpaceX ou Amazon vont déployer leurs constellations géantes. On espère donc qu'il ne faudra pas attendre une nouvelle collision pour que les choses bougent. On va finir cet épisode de DNDE du côté de Mars. Mais cette fois-ci, on délaisse InSight pour rejoindre le robot Curiosity, l'autre mission actuellement active à la surface de la planète rouge. On en est dorénavant certain, il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars dans un passé très reculé. Il reste à comprendre combien de temps cette eau liquide a perduré et sous quelle forme. Il se trouve que Curiosity se trouve pile poil au bon endroit pour explorer ces questions. Le robot de la NASA explore depuis 2012 le cratère Gale, un cratère d'impact qui a très probablement abrité un lac à l'époque où la planète rouge se teintait de bleu. Le fond du cratère a été peu à peu recouvert de sédiments avant que ceux-ci ne soient érodés par le vent et laisse place à une montagne que Curiosity est en train d'escalader, le mont Sharp. Cette montagne sédimenteuse est une opportunité en or pour dérouler l'histoire géologique de la planète rouge. Chaque couche peut ainsi être reliée à une période précise. Les équipes qui analysent les relevés de Curiosity espèrent y lire l'histoire de l'eau dans la région. Et c'est un de ces chapitres qui a été publié le 7 octobre dans la revue Nature. L'étude s'appuie sur des relevés effectués par le robot à la base du mont Sharp, dans une formation qui remonte entre 3,3 et 3,7 milliards d'années environ. Une période géologique qu'on appelle l'Hespérien. A l'aide de sa ChemCam, Curiosity a pu mettre en évidence des roches comportant des niveaux importants de sulfate de calcium et de magnésium, des sels qui pointent vers un assèchement général du cratère. Les relevés effectués plus bas, correspondant à des périodes plus anciennes, montraient au contraire une eau très douce, peut-être même buvable. Le lac principal du cratère Gale aurait pu être entouré d'un système de petits bassins communiquant avec lui. Ces derniers se seraient asséchés en premier, ce qui se retranscrit aujourd'hui dans la forte salinité des sédiments observés.
Mais l'Hespérien ne signe pas forcément la fin de l'eau martienne. Les relevés de Curiosity marquent peut-être une période sèche temporaire avant un retour de l'eau. Pour en avoir le cœur net, il va falloir attendre que Curiosity poursuive son ascension. Le robot explore maintenant une formation riche en argile et donc probablement avec un passé à queue. Les prochains mois d'exploration du robot vont être cruciaux pour comprendre l'histoire du cratère et du lac Gale. Combien de temps a-t-il abrité de l'eau? Et pendant combien de temps cette eau a-t-elle pu être compatible avec la vie? Sur Terre, les eaux fortement salées ne permettent pas le développement d'une vie complexe, allant au-delà de la simple bactérie. Mais il est de toute manière fortement improbable que Mars ait eu le temps de développer autre chose que de la vie unicellulaire, si vie il y a eu. Il reste moins d'1 an à attendre d'ici l'ouverture de la prochaine fenêtre de tir vers Mars, avec potentiellement 3 missions sur le départ. Espérons qu'elles seront aussi fructueuses que Curiosity. Et nous voici déjà au bout de cet épisode de DNDE. N'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques en commentaire. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 27 octobre. Vous pouvez aussi consulter la description pour accéder aux sources et aux liens vers nos réseaux sociaux. Nous, on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.